24 août 2024. Ça faisait un peu longtemps, souvent il faut du repos, parce que cette bataille de communication, cette guerre de communication, d'information, elle prendra le temps nécessaire. Nous sommes dans le combat de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui doit prendre fin 2 à 3 jours, ou bien 1 à 2 ans, non. Nous devons nous montrer beaucoup plus endurants, c'est-à-dire sur le long terme, au même titre que ces gens qui nous agressent. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations à ce jour 24 août 2024. Nous avons jugé nécessaire de parler de des thèmes qui sont en réalité en relation. Voilà, ces deux thèmes sont interconnectés. D'abord, ce qui se passe du côté de la Russie et de l'Ukraine. À ce niveau, c'est vrai, c'est généralement nous parlons très peu nous développons très peu ces thèmes. Ça arrive des fois. Ce qu'il faudra noter, les erreurs des officiers de Zelensky, des erreurs très clés, des erreurs monstrueuses, des erreurs, je ne sais pas, pour n'importe quel caporal ou je ne sais pas, n'importe quel homme de rang, c'est pas possible si on lui donnait à planifier de telles opérations. Souvent, je me pose la question, comment ces gens-là sont arrivés à nous coloniser? D'abord, Zelensky lance son opération. Les objectifs sont, il n'y a que 3 objectifs, tout au plus. Il s'agit pour lui de prendre le contrôle des centrales nucléaires au niveau de la localité de Kursk et essayer de peser. C'est-à-dire, et en ce moment, parce que quand vous contrôlez une centrale nucléaire, les hommes de Poutine ne peuvent pas intervenir d'une manière, parce que ça serait faire exploser une centrale nucléaire dans leur propre pays. Vous voyez les dommages qui vont avec. Ont-ils réussi à atteindre cette centrale nucléaire? Je pense que c'est non. Pourquoi alors avoir lancé une telle opération, très coûteuse en hommes et en matériel? Financièrement, on n'en parle pas. En termes d'hydrocarbures, on n'en parle pas. De l'autre côté, un autre objectif, c'était quoi? Il s'agissait de faire un peu de diversion pour déguerpir les fronts au niveau des Donbass, c'est-à-dire ramener tous les hommes, en tout cas l'essentiel des hommes, des forces d'élite, qui sont au niveau des localités de Donetsk et de Lugansk, pour venir tout de suite laver l'affront au niveau du territoire, au niveau de Kursk. Là encore, je pense que le chef d'état-major Gerasimov n'est pas tombé dans ce piège. Ils ont tenu leur position de l'autre côté. C'est pourquoi vous voyez, il y a une offensive presque au éclair sur la ville clé, c'est né logistique, par où transitent tous les renforts, tout en matériel homme, de l'Ukraine au niveau du front de Donbass. Et là, ça passe pas bien. Donc ils ont encore échoué parce qu'ils ne sont pas parvenus à faire arrêter cette offensive des forces russes sur la localité de Pokrovsk. Alors, à quoi a servi d'avoir livré tous ces hommes aguerris au combat au niveau de la localité de Kursk? Troisième objectif, c'est le coup médiatique autour de l'opération. Montrer que oui, la Russie aussi goûte à la guerre. Ce coup a fonctionné dans un premier temps, mais c'est dans un court temps. Regardez aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est avec la communication? Presque les gens ont oublié Kursk. Pourtant, le combat continue à se dérouler à ce niveau. Tous les jets sont arrivés sur dorénavant la localité de Pokrovsk, qui va donner sur Dnipro et d'autres localités, Kramatorsk et autres. Or, c'est là que le maximum de troupes otano-ukrainiennes sont massées. Quand vous prenez ces endroits-là, tous les autres endroits, Kursk et autres, ça va tomber facilement. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au niveau du Donbass, où les positions sont fortifiées, depuis 2014, c'est-à-dire 8 ans, de 2014 à 2022, les positions ont été fortifiées. Que ces positions sont en train de tomber. Quelle est la position qu'ils pourront consolider au niveau de Kursk, qui est dans un autre pays? Ça ne passe pas. Nous rappelons que Kursk a été le théâtre de la plus grande bataille des chars au monde, dans l'histoire du monde. Oui, des milliers de chars sont confrontés entre les soviétiques et leurs alliés, de l'autre côté, les Allemands.
En tout, il y a eu des millions d'hommes qui sont battus là-bas. Et c'est presque la plus grande bataille aérienne. Des milliers d'avions qui ont été déployés. Plus de 3600 du côté des soviétiques. Plus de 1800 du côté des Allemands. Des hommes, l'Allemagne avait déployé uniquement sur les théâtres d'opération de course plus de 780 000 hommes, contre à peu près 1 400 000 du côté des soviétiques. Donc, c'est une localité stratégique que les Russes ne vont pas laisser perdre tant que c'est là. Et puis, le dernier objectif, c'est quoi? C'était au moins avoir Kursk pour permettre, le dernier objectif, c'était ça, avoir Kursk pour peser dans la balance lors des discussions. N'oubliez pas que Zelensky a fait inviter les officiels de la Russie lors du prochain round de discussions. Vont-ils aller ou pas? Ça, c'est notre débat. Mais au moins, quand les Russes devaient venir, ils devaient se dire, bon tiens, vous tenez certes à peu près 20% du territoire ukrainien comme ils attendent. De l'autre côté, eux aussi, ils tiennent une partie de la Russie, même si on sait que c'est une infime partie. Les médias mainstream ont surestimé, parce que c'est à peu près 1250 km qu'ils ont tenu. Seulement la région de Kursk fait 29 800 km² à peu près. Sur 29 800 km², quand vous tenez 1000 km² comme ça, c'est-à-dire vous tenez les 1 sur 29, c'est-à-dire vous ne tenez même pas 5% du territoire de Kursk. Or, la Russie doit avoir, si je ne me trompe pas, autour de 84 ou bien 89 régions, 89 comme ça. Et vous prenez seulement Kursk, qui est un pays très infime dans la Grande Russie, qui est le pays le plus vaste au monde. Plus de 17 millions de kilomètres carrés. Donc, il devait avoir au moins ces bouts pour parvenir à la table de négociation. Et là, à ce niveau, ils passent à côté. C'est vrai, ils ont fait sauter 3 points pour empêcher les renforts, retarder les renforts russes, mais il s'agit de leur pays. Ils vont arriver. Parce que quand ils vont prendre Pokrovsk et des localités tout autour, ça va rester quoi? Mais Kursk, ils vont récupérer ça rapidement. Parce que de toute façon, c'est ce que moi j'ai compris dans la stratégie des Russes. Était-il informé de cette percée? C'est la guerre. Hein? On peut toujours opter pour la perte de quelques hommes. C'est déplorable, mais c'est la guerre. Était-il au courant du regroupement des hommes des Zelensky du côté de la région voisine, c'est-à-dire au niveau de l'écran de la région de Soumy, oui ou non? Je pense qu'ils étaient au courant et qu'ils ont laissé sciemment, peut-être, ils ont laissé ces gens-là pénétrer. Parce que là, ils permettent, et Zelensky a fait pénétrer combien d'hommes? Entre 3 à 4 brigades. Si nous savons que chaque brigade fait 7000 à 8000 hommes. Donc ils ont laissé pénétrer suffisamment toutes ces brigades. Or là, si c'est 3 à 4 brigades, nous sommes entre 21 000 et 29 000 hommes. Et des hommes qu'on déploie pour envahir un autre pays, c'est des hommes les plus aguerris de l'armée. Oui, pour réussir une telle opération. Et quand, aujourd'hui, Zelensky qui peine à recruter, commet l'erreur d'envoyer ces hommes aguerris autour de 25 000 à 30 000 hommes au niveau de la Russie, sans qu'ils ne puissent aller profondément. Parce qu'ils ont avancé jusqu'à entre 15 et 35 km. Ils sont bloqués. Bon, là, ils sont bloqués à ce niveau. Ils auraient besoin de ravitaillement. Comment les ravitailler? Si on sait que la Russie tient l'espace aérien, comment les ravitailler? Ça pose un problème véritable. Comment les faire nourrir, les entretenir? Si nous savons que les Russes ont fait évacuer beaucoup de villages, ils ont pris beaucoup de villages vides, comme quand Napoléon a voulu prendre Moscou. Les Russes étaient retirés de Moscou, ils avaient fait brûler Moscou. Les soldats de Napoléon ont été obligés de manger leurs chevaux là-bas. Nous sommes à peu près dans le même cas, dans le même scénario. Ils n'ont pas presque rien trouvé sur place. Si vous manquez du carburant, vous manquez de tout. Finalement, que deviendront les hommes là-bas? Comment les ravitailler? Or, les Russes, c'est que je vois dans la stratégie de guerre, ils ont trouvé intérêt de fixer, on a fait ça fixer des hommes, fixer les plus de 20 000 hommes aguerris de l'Ukraine en territoire russe. Ils ne pourront plus avancer, ils ne pourront plus aussi revenir en arrière pour secourir les fronts de Donbass. Donc, ils sont fixés à ce niveau. Et de l'autre côté, ça facilite les tâches. C'est pourquoi au niveau de Donbass, maintenant, les Russes commencent à avancer rapidement. Zelensky avait gardé ses 25 000 hommes, il pourrait au moins se ralentir au maximum. Mais là, il a mis 25 000 hors d'état de combat. Il ne peut plus avancer en territoire russe, il ne peut plus revenir défendre le territoire ukrainien.
Voici entre autres, c'est pourquoi je me demande quels sont les officiers qui ont planifié de telles opérations. Donc, au lieu, et à ce niveau, à ce rythme, au moment des discussions, et ça va trouver même qu'ils ont encore pied en Russie. S'ils n'ont plus pied là-bas, dites-vous, la contre-attaque peut aller au-delà des frontières russes. Ça pourra menacer directement la région voisine de l'autre côté, la région des Soumis. Et là, c'est une opération de Zelensky qui, au lieu de le faire gagner des territoires de l'autre côté, mais lui a fait perdre encore des territoires davantage. Et là encore, l'offensive au niveau de Donbass va s'accélérer parce que c'est des meilleurs hommes qu'il a livrés comme ça. Je me demande quels sont les officiers qui ont planifié une telle opération. Et plus grave encore, les Russes ont fait une annonce qu'il n'y aurait plus de discussion tant qu'il y aurait des hommes au niveau de Kursk. Et là encore, si l'objectif c'était pousser à la discussion rapide, là toute discussion est dorénavant interrompue. Quel est le gain d'une telle opération? Ça a été une bonne opération au niveau de communication, une bonne opération médiatique, mais au niveau tactique, au niveau stratégique, qu'est-ce que cela a apporté de plus à son armée? Rien. Cher peuple d'Afrique, c'est ce qu'on pouvait dire concernant ce qui se passe au niveau de la Russie, de l'Ukraine, parce qu'il y a eu des questions, on s'est reposé certes. Il fallait prendre le temps d'analyser cela à profondeur avant de vous faire part de notre analyse. Ceci étant le deuxième thème que nous trouvons un peu interconnecté, c'est ce qui se passe au niveau du Sahel, au niveau de l'AS. Puisque Zelensky, nous savons, c'est pas lui, c'est l'OTAN qui a mené l'opération de Tenzawaten, a revendiqué cela. Et nous savons que ces gens de l'OTAN sont tellement occupés auprès de Zelensky et auprès de Netanyahou, de sorte que tout leur anéantissement à ce niveau là-bas doit affaiblir leur soutien par rapport aux terroristes ici. Et dans ça, l'Algérie a commis une erreur monstrueuse, stratégique. Aujourd'hui, les Russes sont fâchés contre eux. Ce n'est caché des personnes. Parce que des conseils militaires russes qui étaient aux côtés des forces armées du Mali, qui ont perdu leur vie, c'est au niveau de Tenzawaten. Tenzawaten, c'est justement la frontière algérienne. On ne peut pas comprendre que l'Algérie tient sa puissance de fait depuis l'Union soviétique jusqu'à l'actuelle Russie. Nous avons dit la dernière fois qu'ils ont même des S-400, quelqu'un a dit des S-300. C'est des S-400 russes. Le seul pays à détenir une telle technologie en Afrique. Ils étaient vraiment les privilégiés des Russes. Mais permettre qu'il ait des combats à sa frontière, neutraliser des ressortissants russes et des terroristes qui ont fait ce combat, des terroristes maliens qui font passer pour des séparatistes. Tous leurs leaders sont du côté d'Alger. Et quand vous dites ça, les trolls algériens disent « Ah, c'est vos preuves et autres. Preuves, allez-y voir les images de la télévision algérienne. Allez-y voir vos archives. » Ils ont été réussis en grande pompe. Et Alger a même proposé de discuter avec Bamako. Mais le seul cadre de discussion était l'accord d'Alger. Depuis la fin de cet accord, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, ils ont commis une erreur monstrueuse. Parce que ces fameux terroristes-là ont revendiqué publiquement le soutien à Zelensky. Ils l'ont revendiqué publiquement. Or, c'est des gens, Zelensky est aujourd'hui au combat avec les forces du président Poutine. Donc, qui s'allie aux hommes de Zelensky est directement l'ennemi de Poutine. Ça ne se cache pas. Or, Alger, qui est l'allié stratégique privilégié de la Russie, peut-être en s'alliant avec la Turquie, qui n'a pas un droit de veto, pour moi, en train de commettre une erreur stratégique monstrueuse. Parce que c'était quoi? On voyait le Maroc allié au pays de l'OTAN, c'est-à-dire États-Unis ou autres, là. Voilà. Mais de l'autre côté, on voyait Alger allié à la Russie, à l'Iran et autres. Certes, ils peuvent rester alliés à l'Iran et autres. Mais avec la Russie aujourd'hui, ça pose problème. Ah oui. Or, le grand soutien de taille aujourd'hui pour être opposé aux Américains, c'est la Russie. La Chine, elle s'en sort pas mal, mais la Chine n'a pas une telle politique stratégique dans le monde. Or, en appuyant ces terroristes-là, les chefs terroristes-là sont tous à Alger. Ce n'est caché de personne.
ont été réussis là-bas, y compris ceux qui jurent de renverser le pouvoir en place au Mali, dont un imam qui est toujours du côté d'Alger. La Russie ne peut pas comprendre cela. C'est comme une façon de les poignarder dans les dos. Moi, nous allons leur dire que ce n'est pas une première fois. C'est trop l'Algérien, le régime de Tebboune. Autre régime algérien, c'était bien. Mais le régime de Tebboune, là, c'est totalement vassalisé aux pays européens. Ce sont eux qui les supportent en gaz, ce sont eux qui les supportent en tout. Ils disent, en quoi vendre d'hydrocarbures aux Européens, c'est un problème, non? C'est qu'ils sont parmi les plus gros fournisseurs. Ils sont là dans tous les marchés avec eux. Ils ont même poignardé le Mali dans son dos. Pour qu'il soit indépendant, le Mali a été de beaucoup. Oui, militairement, financièrement. Il y a même une vidéo de l'ancien ambassadeur algérien au Mali qui témoigne cette gratitude au Mali. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui dressent des terroristes contre le Mali pour des raisons obscurantistes. Donc ce qui se passe de l'autre côté aura une répercussion sur ce qui se passe ici. Certains ont fait un choix stratégique à court terme. Ça ne va pas fonctionner. Il faudrait voir le long terme. Qu'est-ce que ça peut donner à ce rythme où nous avons presque une guerre mondialisée. Parce qu'on n'a pas encore une guerre mondiale, mais nous avons beaucoup de guerres mondialisées où tout le monde affronte tout le monde sur différents théâtres d'opération. Ça, c'était important de préciser cela. Il y aura des répercussions. Si ces gens-là perdent là-bas, nos alliés reviendront en force ici, nous aurons de quoi acheter encore plus d'armes ou des... Oui, parce que si l'opération venait à prendre fin ou bien à diminuer d'intensité de l'autre côté, forcément, nos alliés seront encore beaucoup plus présents dans le cadre de leur soutien, dans le cadre de formation, dans le cadre de la vente de certains équipements. Et ça va profiter beaucoup plus au pays de l'AS. Or, si on mettait encore le combat en cours, même en haute intensité, de l'autre côté, c'est pourquoi quand j'ai vu des Africains aller jouer au fameux médiateur là-bas, je me dis, mais vous là, vous faites quoi? Parce que tant que ces gens-là sont occupés de l'autre côté, au moins l'Afrique aura une bouffée d'oxygène. On pourra vivre tranquillement. Parce que les gens qui vivent de la guerre, s'ils ne font pas la guerre chez Zelensky, ils vont aller faire ça au Moyen-Orient, ils vont faire la guerre, ils vont la faire en Afrique. Ils vont faire la guerre partout, ils ne vont pas s'arrêter. Ça c'est très clair, ils ne vont jamais s'arrêter. Bon, tant qu'ils sont occupés de l'autre côté, quelque chose de malheur, quelque chose de bon, nous autres Africains, nous disons, bon, au moins ça va un peu. Parce que sinon, il manque de moyens pour armer Zelensky. Ce n'est pas les fameux tyromères d'ici qu'ils vont armer davantage. Donc ils sont en difficulté. Or, si la guerre prend fin là-bas, le risque c'est quoi? Ils vont maintenant essayer d'appuyer les terroristes ici. Mais de l'autre côté aussi, là où nous allons gagner, c'est que nos alliés qui sont aussi occupés sur ces théâtres vont apporter le plus d'armement ici. Mais le seul risque c'est quoi? C'est de se retrouver avec une région surarmée. Oui, de se retrouver avec une région surarmée. C'est pourquoi les pays de l'Est doivent profiter de ces moments où ces colons-là, ces impérialistes-là, sont très occupés de l'autre côté. Il faut profiter de ces moments pour, comment dirais-je, renforcer nous-mêmes nos usines, c'est-à-dire produire plus d'armes et finir avec le terrorisme ici. De sorte que quand on va finir avec eux, l'épée qui va les rester, qu'ils cherchent un autre point de chute, qu'ils ne trouvent nulle part où ils puissent pointer leur nez ici. Donc au pays de l'Est de profiter de ces moments où ils sont encore occupés, oui, où ils sont encore occupés face aux hommes de Poutine. Nous, Africains, nous devons profiter, accélérer, terminer toutes les guerres que nous avons ici. Parce que si ces gens-là sont défaits là-bas, ils vont chercher à se racheter quelque part. Et nous, pays de l'Est, nous devons tout faire d'ici la fin de l'opération spéciale de l'autre côté, que nous aussi nous ayons mis fin à notre opération spéciale ici. Et déjà, le Mali contrôle presque entièrement l'intégrité de son territoire. Mais il faudrait se projeter à aider
d'autres pays de la Confédération, notamment les pays des territoires entre le Burkina et le Mali qui échappent un peu au contrôle, il faut nettoyer ces zones-là. Au Niger, il faudrait accélérer certaines choses. Et surtout, que les deux jeunes, c'est-à-dire franco-tébouniennes, les jeunes macro-tébouniennes, ne puissent pas, parce que là, avec les sabotages des pipelines du pétrole du Niger, or, ils tiennent beaucoup au gazoduc qui quitte le Nigeria pour aller passer par le Niger, rallier Alger pour servir l'Europe. Les choses sont simples. Protéger, laisser tranquille les pipelines du pétrole, les fameux gazoducs n'auront pas de problème. Et les pays de l'Est doivent savoir que le fameux gazoduc est un outil géostratégique très important entre les mains de l'Est. Et je pense que les pays de l'Est, la diplomatie de l'Est ne prend pas réellement en compte jusqu'à présent le poids du gazoduc qui quitte le Nigeria et qui doit servir l'Europe, qui est presque en phase terminale. Sans cela, c'est la fin de l'industrie européenne. Ils seront réellement en difficulté où ils vont à nouveau dépendre totalement de Poutine. Et là encore, ils sont déjà en train d'acheter les gaz par... Ils sont déjà en train d'augmenter leur achat de gaz. Vous voyez qu'ils sont en train de livrer Zelensky. Ils sont en train de montrer qu'en réalité, c'est lui et à l'époque, son chef d'état-major, Valéry Jalojny, qui ont fait détruire les Nord Stream là. Et là, quand vous voyez les Occidentaux commencer cela, ils sont sur le point de trahir. Ils savent que ça ne va plus. Ils sont en train d'augmenter leur achat de gaz russe. Et imaginez-vous avec quoi? Ils achètent ça avec la monnaie russe et le rouble. Et les pays de l'Est tiennent un peu l'alternative de cet autre gazoduc qui doit rallier le Nigeria à l'Algérie. Et le plus long trajet de ce gazoduc, ça traverse le territoire du Niger. C'est une chance entre les pays de l'Est, à notre diplomatie de savoir exploiter cela stratégiquement. S'ils continuent de nous emmerder avec les touristes, nous n'avons pas le contrôle des touristes. Ces touristes-là peuvent menacer leurs propres intérêts. Ça veut dire ce que vous comprenez. Cher peuple d'Afrique, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, cher peuple d'Afrique. Récapitulatif, nous avons essayé d'expliquer, établir un lien sur ce qui se passe au niveau du front russo-ukrainien, la répercussion au niveau de l'Afrique et surtout le poids stratégique des pays de l'Est sur le gazoduc qui relie le Nigeria à l'Europe. Ça traverse les pays de l'Est. Et nous avons avec ça, il est inadmissible que nous ayons un tel bijou stratégique entre nos mains et que les mêmes Occidentaux qui ne tiennent qu'à cela, ne jurent que par cela, continuent de vouloir nous déstabiliser. C'est une incohérence. Ça passe pas. Quelque part, nous devons apprendre à exploiter un certain avantage. Ce gazoduc, pour moi, est la clé. Si nous voulons faire agenouiller l'Union européenne, nous pouvons le faire. Et l'Algérie et l'Union européenne ne tiennent qu'à ce gazoduc. Parce que Alger compte tellement sur les frais de transit. Nous-mêmes, pays de l'Est, nous sommes producteurs de gaz. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de gisements de gaz. Certains diront, mais vous touchez les frais de transit. Non, nous pouvons vendre aussi le gaz. Et beaucoup même. Beaucoup plus. À des partenaires aussi stratégiques. Les ressources que les autres utilisent pour chanter ces impérialistes, nous avons 2 ou 3 fois plus de ressources. Nous, pays de l'Est. La Confédération aujourd'hui, c'est le plus grand espace géographique en Afrique. Nous faisons plus de 2 500 000 km². Oui, aujourd'hui, l'État confédéral de l'Est, c'est le plus vaste espace géographique. Recevez nos salutations, chers peuples d'Afrique. Demain, nous allons revenir sur un sujet
précieux. Il s'agit de la Guinée. Oui, il est temps qu'on en parle finalement. Beaucoup nous en parlent. L'implantation des militaires macourniens en Guinée chez Mamadi Doumbia. Les enjeux autour. Demain, nous reviendrons sur ce sujet. Merci beaucoup et à très bientôt.